Bienvenue dans le bureau d'anesthésie pour une nouvelle séquence rapide. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est méconnu, c'est l'innervation de la crête iliaque. La crête iliaque est une région méconnue des anesthésistes. Elle est utilisée par les chirurgiens pour réaliser des prélèvements osseux afin de réaliser des autogreffes, que ce soit en chirurgie orthopédique mais aussi en chirurgie stomatologique. Ces prélèvements osseux sont à l'origine de douleurs post-opératoire très intense, pour lequel plusieurs stratégies d'ALR ont été proposées. Ça va du bloc paravertébral, en passant par le bloc du carré des lombes, le type 3 essentiellement, mais également le tap bloc, voire l'infiltration. Avant d'aborder tous ces blocs, il est important d'avoir en tête un schéma anatomique assez clair afin de déterminer la place de chacune de ces techniques. Nous allons donc aborder l'innervation superficielle. Il est classique de diviser la région de la crête iliaque en deux parties, une partie antérieure et une partie postérieure. La partie antérieure est supportée par les dermatomes T12 et L1. T12, qui est encore appelé le nerf sous-costal, délivre effectivement une branche cutanélatérale, tout comme L1 via le nerf ilio-hypogastrique. L'innervation superficielle de la région postérieure est assurée par les nerfs clunéaux. Ces nerfs clunéaux sont issus des rameaux postérieurs qui viennent de L1, L2, L3. Donc nous allons donc aborder cette fois-ci l'innervation profonde, l'innervation osseuse. Il faut bien avoir en tête que cette innervation osseuse est assurée par l'innervation des muscles qui s'insèrent sur cette structure osseuse. Ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est l'innervation antérieure de la crête iliaque, parce que c'est la région la plus utilisée par les chirurgiens pour des raisons de praticité, mais également c'est la région pour laquelle il existe le plus de littérature. Pour ce qui est de la crête iliaque, on sait très bien que dans sa région antérieure, ce sont les muscles larges de l'abdomen qui s'insèrent sur la crête iliaque, le muscle transverse, le muscle oblique interne et le muscle oblique externe. Il chemine entre le muscle transverse et le muscle oblique interne les branches terminales de L1, que sont les nerfs ilio-hypogastriques et ilio-inguinaux. Ces deux nerfs assurent l'innervation de la partie inférieure de ces deux couches musculaires, tandis que le muscle oblique externe reçoit pour sa partie inférieure une innervation provenance de T12. Pour ce qui est de l'épine iliaque antéro-supérieure, cette région permet en fait l'insertion des muscles sartorius et des muscles tensor du facial lata, mais fort heureusement, cette région est peu impliquée dans la genèse de la douleur post-opératoire parce que les chirurgiens font des prélèvements plusieurs centimètres en arrière de l'épine iliaque antéro-supérieure afin de ne pas risquer de léser le nerf cutané latéral de cuisse. Pour ce qui est du versant interne de la crête iliaque, c'est le muscle iliaque qui vient occuper toute la face médiale de l'aile iliaque jusqu'à la lèvre interne de la crête iliaque. Le muscle iliaque reçoit une innervation du nerf fémoral. Il existe la même chose sur le versant externe, c'est le muscle moyen fessier qui également s'insère jusqu'à la lèvre externe de cette crête et qui reçoit une innervation de L5-S1. En conclusion, si votre objectif est d'avoir une analgésie, vous devez centrer votre bloc sur les racines T12L1. Par contre, si vous souhaitez réaliser ces prélèvements osseux sous anesthésie loco-régionale seule, il faudra avoir un bloc s'étendant de T12 jusqu'à au moins L5-S1. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux via la page Facebook ou la chaîne YouTube.